Et salut tout le monde, j'espère que ça va très bien pour vous. Eh bien écoutez, regardez ça, regardez ce petit plateau avec Dune. Euh, et voilà, je me suis dit, bon, mais il fallait que je les teste au bout d'un moment, donc j'ai attendu un peu parce que je pouvais pas tout acheter, hein, je suis pas Bill Gates. Donc voilà, au fur et à mesure, le temps est passé et je me suis dit, il fallait peut-être que je le teste. On m'en parle souvent, etc. Pareil. Et je me suis dit, allez, c'est parti. Euh, Par où commencer? Alors, je sais que je vais certainement oublier des détails après la vidéo. Je vais être là, oh là là, non, j'ai oublié de dire ça. Non, j'ai oublié de dire ça. Mais c'est pas grave, je vais faire ça tranquillement. Vous savez très bien qu'il y a un mode Red Bull. En gros, vous mettez x 1,5 la vitesse. C'est pour accélérer un petit peu, parce que moi, vous le savez, j'ai pas de logiciel de montage, j'ai pas tout ça, j'ai pas le matériel adéquat euh, pour que la vidéo soit rapide. Alors, on va pas recommencer parce que déjà on a affaire à un jeu expert, on a affaire à un jeu où il y a beaucoup d'éléments, etc. Pas tant que ça, mais j'y reviendrai. Euh, alors déjà je vais parler de Dune, de ce que je pensais à la base. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui a eu l'As d'or expert pardon, en 2021, si je ne me trompe pas. Donc c'est tout récent, hein. Et il a fait sujet à de nombreux débats en quelque sorte. Je me souviens très très bien. Je reviendrai à la fin de la vidéo, parce qu'à la fin de la vidéo, je vais faire une espèce de versus. Mais il y a eu beaucoup de discussions, oui, Dune c'est ça, Dune il y a trop de hasard, Dune truc. Bon bref. Donc du coup, moi ça m'a beaucoup intrigué en fait, et je me suis dit, bon, il fallait que je teste. Alors, je vais commencer souvent toujours par la même chose, hein, c'est par le matériel par, par le visuel, l'immersion, etc. Alors, il faut savoir que Dune est tiré d'un roman, d'un film, de ce que vous voulez, d'un livre, donc déjà, il y a ça à prendre en compte. Euh, alors, déjà, on va commencer par le matériel, la qualité du matériel, etc. On achète le jeu, je crois, 50 euros. Et lorsque j'ai ouvert la boîte, j'ai vu deux trois sachets. J'étais là, mais ils sont sérieux? Pour 50 euros? Franchement, vous avez l'équivalent pour ce qu'il y avait, hein, d'un jeu qui coûte 30 euros. Franchement, on va pas se mentir. Niveau matos, ça coûte 30 euros. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu? Je vais mettre un petit peu la carte par là. Oh là là, ça fait le. Voilà. Donc voilà, ça fait un petit peu. Euh, comment dire? Jeu, on se fait arnaquer quoi. 50 euros, on reçoit deux sachets, un plateau, quelques cartes. C'est un petit peu dommage. Mais d'un côté, je me suis dit, ah au final, parce que des fois, on reçoit des jeux où il y a énormément de choses et il n'y a rien pour ranger. Là, au moins, on a une boîte, il n'y a rien pour ranger, mais il n'y a pas beaucoup de matos. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que quand il y a beaucoup de pièces et rien pour ranger, et juste des pochons, c'est super énervant, il faut acheter des inserts, etc. Alors, niveau matériel, c'est de bonne qualité, quoi, hein. Voilà, on n'a pas de figurines, mais on a une espèce de meeples. Alors moi, je suis allergique aux meeples, je déteste ça. Qu'on va avoir des espèces de trucs comme ça, mais ils sont assez jolis, ils sont assez, enfin, c'est pas dégueulasse quoi. Je sais pas si on peut voir exactement là, c'est pas des meeples quoi. Voilà, il y a quand même une forme assez agréable, voilà. Euh, Avant de revenir sur le matériel, etc. Bon, vous pouvez voir, j'ai fait une partie de jeu, j'ai fait une partie en mode schizo. Mode schizo, je vous le rappelle, c'est moi-même contre moi-même contre moi-même parce que là, j'ai fait avec trois factions. J'ai gagné, par la grande surprise, 9, 8 à 8. C'est très serré. Donc voilà. Alors matériellement, qu'est-ce qu'on a? Ouais, bon, c'est du matériel qui est tout à fait normal et on va pas critiquer sur ça. Maintenant sur le visuel, les illustrations, etc. Alors j'ai vu qu'il y avait beaucoup de critiques sur les illustrations, de personnes qui disaient que c'était moche, que c'était fade, etc., etc. Je suis là, mais franchement, ne les écoutez pas. C'est n'importe quoi. Parce que, par exemple, quand vous voyez, je sais pas, il y a plein de jeux où on a beaucoup de couleurs flashy, beaucoup de couleurs, etc. Mais
ça va peut-être avec le jeu des fois, hein, il n'y a pas de souci. Mais là, d'une, c'est un univers qui est sombre, enfin qui est sombre, hein, qui est un peu plus, comment dire, un peu plus mature. Et ce jeu a besoin de ces couleurs-là. Alors, les vidéos, je sais qu'on peut trafiquer la couleur. Là, j'ai pas trafiqué la couleur. Euh, mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que le jeu, c'est tout à fait normal qu'il y ait ces couleurs-là. Et moi, j'adore justement les jeux matures comme ça, où on a des. Je vous montrer vite fait les illustrations de cartes. J'espère que ça va pas faire le mode gyrophare là, vous allez péter un plomb. Ah, ça veut pas. C'est pas grave, hein, il est capricieux. Bon, bref, du coup, ça fait des espèces d'illustrations assez matures. Franchement, elles sont jolies. Elles sont plutôt sympas. C'est dommage que ça fait pas la. Ah, j'ai plus le mot. L'aperçu, quoi. J'ai plus le mot. Donc, du coup, visuellement, le jeu, il est plutôt joli. Enfin, regardez, par exemple, vous avez les personnages ici. Franchement, c'est pas dégueulasse. On peut pas dire que c'est dégueulasse, quoi. Alors, il y a une personne qui avait dit, je me souviens, oui, je suis un petit peu déçu du jeu parce que les images sont moches en plus les images sont tirées du film. J'aurais aimé un jeu un peu plus artistique. Pour savoir un truc, c'est que bon, déjà, je l'ai déjà dit, c'est tiré d'un roman, mais le film est déjà artistique. C'est déjà artistique tout ça. La personne ne comprend pas qu'en fait tout ça c'est déjà artistique. C'est déjà tiré d'un artiste en fait. Donc en plus c'est pas des images du film, c'est des dessins. Il semble que c'est pas un dessin animé le film. Donc voilà, c'est pour dire que non, les images elles sont très bien, le jeu, il n'y a pas de. Il est moche, c'est pas vrai, il est dans son thème, hein, c'est tout. Il est dans son thème. Il aurait été moche si on avait eu des images un petit peu cartoon et flashy. Il aurait été moche si ben, l'iconographie aurait été un petit peu vieillotte, et ce n'est pas le cas. Parce que vous pouvez voir quand même que il y a certains symboles, par exemple, voilà, on a une iconographie un petit peu comme celle-là, qui est pas, bon, on la voit pas parce qu'il n'y a pas le zoom, je sais pas pourquoi. C'est moi qui l'ai enlevé volontairement, parce que si je laisse le truc, ça fait des espèces de, je sais pas si vous voyez, zoom, netteté, plus netteté, netteté, ça fait des espèces de trucs alternatifs qui est dégueulasse, je sais pas pourquoi, ça arrive qu'à moi, encore une fois. Et voilà, visuellement, le jeu, il est plutôt réussi, en fait, il est réussi le jeu visuellement. Une belle immersion, je trouve. Et moi, je suis pas du tout déçu sur ça. Alors, moi, je vous dis, en amont, l'univers, j'en avais un petit peu rien à foutre. Justement, c'était pas vraiment. Ça me disait pas, quoi. C'est pas, franchement, je me suis pas dit, waouh, un truc comme ça. Mais ce jeu, il m'a fait un petit peu aimer l'univers. Finalement, il est pas si horrible, hein, c'est une espèce de truc un petit peu SF, un petit peu oriental, on va dire, dans le visuel, tout ce qui est inspiration, etc. Ça m'a un petit peu, voilà, fait aimer l'univers quand même, ce jeu, je vais pas vous mentir. Euh, voilà, la partie visuelle, elle est réussie, le jeu est très très bien. Je vous dis mon avis, hein, comme d'habitude, hein. Le jeu est très très bien, il n'y a rien à dire sur le côté visuel. Franchement, il est top. Maintenant, on va parler de la partie gameplay. Est-ce que le jeu est satisfaisant? Est-ce que le jeu il est bien? Est-ce qu'il est pas frustrant? Est-ce que c'est pas répétitif? Est-ce que voilà, je vais évoquer tout ça. Alors juste avant, je bois un coup. Hmm. Il y en a des choses à dire, je vous le dis, il y en a des choses à dire. Alors ça va pas être facile puisque bon, déjà c'est un jeu expert, et surtout qu'en fait, il y a plein de mécanismes interconnectés qui fait que ça va être compliqué de vous dire bon ben tel truc c'est bien, tel truc c'est bien, sans vous dire qu'en gros ah ben ça je vais pas en fait je vais pas vous évoquer tous les systèmes, ça va être un peu compliqué, je vais essayer mais ça va être un peu compliqué. Euh, et surtout pas recommencer en fait, parce que c'est un jeu comme je vous dis, il y a beaucoup de choses. Alors, je vais vous dire un petit peu moi ce que je pense, c'est peut-être que mon avis. Euh, il s'agit d'un jeu, pour moi, hein, avant tout, de ressources. C'est un jeu de ressources avec un support qui est assez présent de deck building. On m'a dit que c'était un jeu de deck building et de pose d'ouvrier.
Alors, c'est que du. C'est peut-être c'est que des mots, hein. Voilà, c'est un petit peu chipoté, mais pour moi, ce n'est pas un jeu de poste d'ouvrier. Pourquoi? Parce que pour moi, un jeu de poste d'ouvrier, c'est tu vas. Oula, c'est tu vas poser en fait un agent, allez, un pion, pour que à chaque tour, au moins, il puisse farmer la même ressource ou les ressources de ton choix. Puisque c'est ça un jeu de pose ouvrier, c'est que tu vas poser un truc, et à chaque tour, il va poser, tu le décales quand tu veux, pour qu'il farme autre chose. Mais bon, parce que si on dit que ce jeu est un jeu de pose d'ouvrier, eh ben excusez-moi, mais on va dire du coup que Istanbul, le jeu de plateau, c'est un jeu de pose d'ouvrier, Terraforming Mars, c'est un jeu de pose d'ouvrier, et plein d'autres jeux, ce sont des jeux de pose d'ouvrier. Donc c'est ce mot, moi personnellement, je ne l'utilise pas comme ça. Pour moi, c'est un jeu de ressources avant tout, parce que qu'est-ce qu'on fait durant la partie? C'est un petit peu le nerf du jeu, hein. On va convertir, échanger, déplacer, collecter. Donc c'est un jeu de ressources qui contient un mécanisme de deck building qui est d'ailleurs très particulier. Contrairement à. Vous allez voir les avis un petit peu, par exemple sur Philibert, vous allez voir les avis de ce jeu. Il y a une personne qui avait lâché une espèce de truc négatif sur le jeu. Après, chacun fait ce qu'il veut, c'est pas le problème, hein. Mais le mec, il a dit que le deck building était rien, il y avait rien de plus banal et plus basique comme deck building. Comme quoi, non, mais franchement, ne les écoutez pas. Franchement, les gens qui disent des trucs négatifs, moi j'en parlerai tout à l'heure par rapport aux avis négatifs et à mon avis final, mais j'y reviendrai dessus. Euh, donc déjà par rapport au style de jeu, voilà ce que j'en pense. Maintenant, euh, je vais vous expliquer un petit peu, alors je vais essayer de pas expliquer les règles, mais ça va être un petit peu dur. Euh, En gros, on contrôle une espèce de personnage, comme ceci, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et on va avoir un deck de départ qu'il va falloir construire au bout d'un moment. Donc la réserve, elle est là-bas, vous ne la voyez pas. Elle est sur la droite, là-bas. Et en fait, on va essayer de collecter des ressources. Donc on va avoir les épices, on va avoir les solaris, c'est un petit peu l'argent, et on va avoir de l'eau. On va collecter tout ça. Et on va essayer de les convertir, etc. pour obtenir des points de victoire comme d'habitude. La partie se termine lorsque le deck de conflit est terminé, comme là ceci. Normalement il était comme ça, et ben il a fini comme ça, et la partie s'est terminée, on a compté du coup les points sur la piste de victoire, et une 9-8-8. Ou alors une deuxième manière de finir la partie, c'est lorsque quelqu'un atteint les 10 points de victoire, vous voyez peut-être là-bas au fond, euh, lorsque la personne, quelqu'un atteint les 10 points de victoire. Euh, il y a plusieurs manières de, de gagner des points de victoire. Donc, c'est par les cartes conflits. J'en parlais tout à l'heure de ce que j'en pense parce qu'il y a un truc qui m'a un petit peu gêné. Et il y a par les pistes on appelle ça comment? D'influence. Vous voyez, des petits symboles points de victoire. Et c'est comme ça qu'on va acquérir ces points de victoire au fur et à mesure de la partie. Alors, je vais juger un petit peu, c'est le tour de jeu, etc. Tout ce qu'il y a déjà pendant le tour de jeu et au début. Alors, au sujet du deck building, déjà. Deck building, il est très intéressant puisque on va avoir dans notre tour de jeu, euh, on va pouvoir jouer une carte, et cette carte, en fait, elle a deux fonctions. Et c'est ça qui est super intelligent, et ça, j'ai adoré. Les cartes ont deux fonctions. Donc, on a la fonction agent, c'est si on veut envoyer un agent, puisque oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, tout le monde commence avec deux agents. Et en fait, on va envoyer un agent sur ce type de case. Oula. Ce type de case ou ce type de case. Et là, on va appliquer les effets. Là, il n'y en a pas. Mais donc, du coup, je vais pouvoir mettre mon agent sur une case, je sais pas moi, rond bleu. Rond bleu, ça va être les cités. Donc, ça va être celle-là. Et ou alors, rond le pentagone vert, qui va être plutôt le nord, en gros, de la map. Au Haut Conseil de Landsrad.
Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a une vraie stratégie, des vraies décisions à prendre sur. Déjà, on a 5 cartes en main. Donc, j'imagine même pas un petit peu le truc, hein. On a 5 cartes en main. Je réactive le. Je vois ce que je fais. Hop. Désactiver. Activer. Malheureusement, il n'y a qu'à moi que ça arrive, ce genre de choses, hein. Voilà, on va avoir déjà beaucoup de cartes, donc comme vous pouvez voir. Et il y en a beaucoup qui ont des trucs différents, hein, vous voyez, des trucs différents, donc on sait pas. Au début, on a ce flou là de se dire waouh, mais en fait, on peut faire plein de trucs, on sait pas laquelle jouer, puisque en fait, ce qu'il y a en bas, c'est aussi important, il faut penser aussi à ce qu'il y a en bas pour la fin du tour. Donc, on va essayer de placer en fait nos agents sur des lieux pour y faire des actions. Et ça, c'est super intéressant, le fait que les cartes aient deux fonctions. Contrairement à tout deck building. Donc là, on va jouer qu'une carte, ça qui est un peu spécial. On va jouer qu'une carte euh, pendant notre tour pour y placer un agent. Cet agent, par exemple, je le mets là, je vais devoir payer tant pour aller sur ce lieu, et par contre, je vais récolter tant de ressources. Donc déjà, ce système-là est super intéressant, mais c'est typique des jeux de ressources, de toute façon, où on va dépenser pour recevoir, ou choisir pour recevoir, tout un tas de choses. Et comme je dis, c'est un jeu expert, il y a beaucoup de choses, hein. Le fait déjà qu'on ne puisse pas aller sur le même truc, le même lieu que notre, fait que déjà on va occuper des emplacements stratégiquement pour pas que les autres y aillent. Donc déjà ça, c'est punitif. Il y a, alors je reviendrai peut-être, il y a une véritable interaction quand même là-dedans, et ça que j'adore, moi, on est pile dans ce que j'aime, puisqu'il y a, vous verrez, il y a un système de combat, il y a une espèce de côté trahison en fait là-dedans, qui me rappelle un petit peu, même si c'est exagéré, hein, Illuminati, qui est un petit jeu de ressources où on peut se trahir aussi. Donc déjà voilà. Donc déjà le deck building, il est super bien fait parce qu'on a beaucoup de décisions. Et à la fin de notre tour, lorsqu'on a placé nos deux agents, donc on aura dépensé en moyenne les deux cartes, il nous restera en fait ben, le reste de notre main. Et avec ce reste de notre main, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va le poser, on va faire une phase de révélation. Et en quelque sorte, ben, je vais arranger un truc parce que là j'ai l'impression qu'elle pète un plomb la caméra. Voilà. Je sais pas si c'était ça qui buguait. Waouh! Putain, c'était ça qui buguait, ouais. Donc du coup, donc voilà, j'en profitais pour revenir sur les illustrations, puisque voilà, c'est quand même assez joli, quoi. Donc, à la fin de notre tour, on va du coup faire la phase révélation et appliquer tous les effets fond bleu. Et c'est là où justement on va pouvoir acheter des cartes, convertir des choses, appliquer des points de dégâts. Euh, et c'est pour ça que du coup, là je suis sur le deck building, hein. Je suis vraiment sur le deck building. On a des cartes quand même qui... Alors, pour une fois, les cartes ne combattent pas vraiment entre elles. Là, il n'y a pas ce système, on n'est pas sur un jeu où les cartes vont combiner ensemble, il faut absolument tomber sur cette carte, parce que ça c'est trop hasard je trouve dans les jeux, ou alors c'est bien quand on a un jeu que deck building, pur deck building, et là c'est pas le cas. Donc c'est très intelligent ce qu'ils ont fait, ils ont évité de faire ce type de système où on a des cartes qui combattent entre elles. Là c'est pas le cas, c'est juste que ça va nous cumuler des choses. Donc très intéressant le deck building. Alors ce que je redoute souvent, et ce qui est un petit peu dommage dans certains deck building, c'est ce côté comme dans Star Realms par exemple, où la partie est tellement rapide qu'on n'a pas le temps en fait on n'a pas le temps de construire véritablement ce qu'on aimerait à peu près comme deck. Je sais pas si vous allez capter. En gros, là dans ce jeu c'est cool puisqu'on a le temps à peu près, mais même si je viens de l'expliquer juste avant, c'est pas vraiment un deck building où on va essayer de peaufiner notre deck à notre manière. Un petit peu, mais pas réellement quoi. C'est plus un achat de cartes qui va nous intéresser par rapport aux ressources qu'on essaie de jouer en fait. Ça va être plus ça. Donc en fait, c'est ça que j'aime bien en fait dans ce deck building, c'est que il n'y a pas un côté punitif, hasard, trop marquant. Il y a un côté hasard, je reviendrai tout à l'heure. Mais c'est pas, on n'est pas sur quelque chose un deck building qui va nous obliger à faire un deck particulier
et on n'aura pas le temps de le fabriquer. C'est un peu frustrant comme dans Starem, c'est frustrant parce qu'on n'a pas le temps de fabriquer notre deck comme on le souhaite. Voilà sur le côté deck building. Sur le côté ressources, alors c'est excellent, il y a beaucoup de lieux d'action, vous pouvez le voir, il y en a énormément de lieux, il y en a même là-bas, il y en a là partout, enfin voilà. Donc on a plein de lieux qui nous amènent, je sais pas, des épices, d'autres des solaris, d'autres de l'eau. Et on a plein de lieux différents, là-bas on peut avoir un troisième agent. Tous les lieux ont une particularité, et ça je trouve que c'est super satisfaisant quand on joue, se dire waouh, mais là-bas il y a ça, là-bas il y a ce truc, c'est complètement différent. Euh, Moi, ça me rappelle, alors il y en a qui auront des meilleures références, mais moi, ça me rappelle vraiment ce jeu, sans parler du deck building, Terraforming Mars et Istanbul Jeu de plateau, j'en parlais tout à l'heure. Ça me rappelle vraiment ces jeux-là, puisqu'on va avoir des lieux sur lesquels faire des actions particulières, pour collecter des actions, voilà, et Terraforming Mars pour le côté expert et profondeur stratégique, parce qu'on a une véritable profondeur stratégique dans ce jeu. Donc on a ces actions-là, et là, vous les voyez sûrement un petit peu, on a les 4 maisons du jeu, donc on a la maison Fremen, Bene Gesserit, Guilde Spatiale, Empereur, qui est plus haut, qui a chacun une spécialité, et là c'est encore un système à côté, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on va amener notre agent sur un de ces lieux, déjà on va payer, là, comme ils disent, payer ce qu'on doit pour y aller, et s'y recevoir la spécialité du lieu, en gros. Euh, Par exemple, ce lieu c'est fait pour détruire des cartes et en piocher deux. Mais en plus de ça, on va pouvoir augmenter notre petit jeton d'influence jusqu'à atteindre peut-être le plus haut palier. Et en fait, ça sert à quoi d'avoir de l'influence? C'est que déjà, on obtient, comme là vous le voyez, un point de victoire. On peut atteindre ce palier pour avoir un point de victoire. Et plus haut, dans la zone jaune, on va pouvoir en fait avoir il est où? C'est qui l'a pris le jeton là? Ah mais oui, il est là. On va pouvoir avoir le jeton Alliance, ils appellent ça, de la maison. Donc ça c'est le symbole de la maison de la guilde spatiale qui est ici. Et celui qui atteint cette zone dorée euh, gagne un point de victoire qui est en suspens, c'est-à-dire qu'il gagne un point de victoire, il gagne ce jeton, et la prochaine fois que quelqu'un le dépasse sur la piste, eh ben, il perd ce point de victoire qui était en suspens, l'autre il le gagne, et il perd aussi le jeton. Donc en fait, c'est un délire de, oui, mais qui c'est qui a l'alliance avec cette maison? Donc ça peut se renverser, il y a quelqu'un qui peut le prendre, mais après il va pouvoir peut-être se faire, comment dire, rattraper, du coup il va perdre le truc. Donc il y a ce système d'influence qui sert, c'est une des méthodes d'avoir des points de victoire dans ce jeu, c'est les influences, ces jetons-là, et plus vous avez, parce qu'il y a 4 maisons, plus vous avez d'influence dans les maisons, plus vous allez gagner de points de victoire et augmenter votre progression sur la piste de points de victoire qui est ici. La deuxième méthode, je vais y venir. Je vais juste voir si j'ai rien oublié sur les maisons en quelque sorte. Donc non, je pense pas avoir oublié quoi que ce soit sur les maisons. Comme j'ai dit, le fait de participer à, à ces actions nous fait gagner de l'influence, puisque ces actions sont liées aux maisons, alors que celles-là sont liées à rien du tout, si ce n'est quand même quelques éléments qui sont liés au système de bataille. J'y reviendrai un petit peu. Là, c'est surtout pour les épices. Là, il y a un petit peu de tout. C'est un petit peu un mix, je trouve, les cités. Alors que les déserts, c'est beaucoup les épices. En haut, le haut conseil du Landsrad, c'est pour dépenser nos Solaris, notre argent. Et là, pour avoir tout un tas de choses stratégiques, en fait. Il y a de tout, hein, pour avoir un troisième agent, pour remettre des garnisons, pour avoir un manta. Alors, il est où le manta? Il est parti, il est là. C'est en gros potentiellement un troisième, un, un agent supplémentaire. Et là, je vais en parler. C'est une action, je trouve, inutile. Je sais pas pourquoi ils ont fait cette action. Mais moi j'aurais fait une action où tu payes pour avoir 2 mantas. Parce qu'en fait, tu dépenses ton tour, tu joues une carte. Pour envoyer ton agent là-bas, tu payes 2. Alors oui, ok, c'est pas grand-chose. Pour piocher une carte, ok. Et là, tu reçois un manta qui sert un petit peu comme agent. Et qui fait qu'au prochain tour, tu vas pouvoir utiliser un agent. Mais comme tu as dépensé un agent pour avoir un agent, c'est un petit peu égal à 0. Donc ça revient un petit peu à rien. Et ça te sert visuellement à piocher une carte. Bon, voilà, tu as pioché une carte. C'est vraiment pas terrible comme action. Je trouve qu'ils ont un petit. euh,
je pense que, enfin, c'est pas une erreur de leur part. Enfin, si, c'est une erreur de leur part, je trouve. Ils auraient pu un petit peu donner un petit peu une meilleure sensation, je trouve, à l'action. Puisque regardez plus bas, pour 2 hauts, on va pouvoir avoir 3 cartes, piocher 3 cartes. Donc, je peux faire largement aller à la station de recherche plutôt que utiliser mon manta. Le manta, en plus, il va va être activé plus tard et il y aura peut-être moins de lieux disponibles. Donc, je sais pas à quoi sert cette. Je l'ai utilisé, hein, vous inquiétez pas. Hein. J'ai utilisé au moins 3-4 fois, mais à chaque fois c'était par dépit quoi. C'était vraiment par dépit, il restait que ça. C'est pas cher. Et moi j'aurais fait un truc plus utile, où t'as 2 mantas. Au moins celui qui remplace ton agent, et un autre pour avoir pour le tour, un agent supplémentaire, en gros en CDD quoi. C'est un petit peu ça le truc quoi. Euh, alors, donc là j'ai mis par rapport à. J'ai parlé, pardon, du deck building, j'ai parlé de la maison. Je reviens vite fait sur le deck building. Il y a une réserve de 5 cartes, d'accord. Le deck il tourne assez souvent dans la partie, ça c'est intéressant. On a une carte ici qui coûte super cher, qui coûte 9. C'est une autre manière de gagner des points de victoire. Lorsqu'on l'achète, on reçoit un point de victoire. Ça c'est fort. Hein. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte, à chaque fois qu'on va l'acheter, on gagne un point de victoire, cette carte. Et par contre, elle bloque notre deck puisqu'elle n'a pas vraiment d'effet. Elle est un petit peu bidon. Mais c'est bon à savoir. Voilà, c'est bon à savoir. Et une autre carte qui traîne, qu'on a dans tous les deck building, vous avez la fameuse carte qui coûte 2 et qui nous permet d'avoir un peu plus de sous. Donc là, c'est pas l'influence, c'est là. Je sais pas, la persuasion. Donc c'est des points de persuasion qui nous aident à acheter des cartes, voilà. Les prix sont très variables, ça peut aller jusqu'à 8. Donc ça peut, des fois c'est très très, on constitue des ressources, mais c'est à nous aussi de gérer ce qu'on utilise pour l'agent et pas pour ça, parce que lorsqu'on utilise un agent, on n'utilise pas ça. Et c'est ça toute la profondeur de ce jeu, de ce deck building, c'est que on va soit utiliser la carte pour ses effets en haut, soit pour ses effets en bas. Donc il faut faire des choix, sachant qu'on ne peut pas aller n'importe où avec ces petits symboles là. Voilà. Euh, je vais avant tout parler de notre personnage qui est ici. Alors notre personnage, c'est super ce qu'ils ont fait. Nous ont donné un petit personnage avec un petit pouvoir qui est léger, c'est-à-dire là ici notre pouvoir permanent qui est léger. Quand je dis léger, c'est qu'on le joue pas tant que ça dans la partie, mais parfois c'est un petit peu dommage, on peut l'oublier. Et ici, c'est une action en gros chevalière, puisque chacun dans notre deck, on va avoir. Je suis sûr, je vais pas la trouver. On va avoir une chevalière en fait à un moment donné. Et voilà, elle était sûre. Donc, ah, elle est là. Comme ceci. Donc c'est une carte qu'on a au début de notre deck, c'est la chevalière. Et lorsqu'on l'utilise pour envoyer un agent, on va bénéficier d'un pouvoir personnel, donc personnalisé quoi, enfin voilà, qui est lié à ce qu'on a. Donc chaque personnage en a un différent. Donc chaque chevalière nous permet d'avoir un autre petit. Là, lui c'est spécialisé Solaris, je crois qu'il va jouer la chevalière. Euh, alors, les personnages, c'est très intéressant ce qu'ils ont fait. C'est vraiment cool. On incarne un personnage, on a 2 agents qui travaillent pour nous. Euh, mais je trouve que bon, le pouvoir, il est un petit peu. Il n'est pas grand-chose, mais bon, ça va, c'est pas non plus un truc de. C'est pas dérangeant. Mais ce pouvoir, je trouve qu'il est trop peu utilisé dans la partie. Ce que j'aurais fait, moi, peut-être, c'est une action sur le plateau qui nous permet d'améliorer notre personnage, en fait. Quelque part, je sais pas, tu payes une bonne petite somme là-bas au conseil du Lancerad, et en gros, tu retournes ton personnage, en gros, ta feuille, et là, tu as un nouveau, enfin, tu as le même perso, mais avec un pouvoir et une chevalière un peu plus intéressante. Donc là, un pouvoir un peu plus fort, dans le même état d'esprit, et une chevalière un peu plus intéressante, comme ça, on a un pouvoir un peu plus, voilà, le truc. Et là, on joue vraiment, c'est la sensation que j'ai eue avec le personnage, c'est qu'au bout d'un moment, on l'oublie, et on a beaucoup d'effets qui deviennent plus forts que celui-là, ce qui fait qu'en gros, on oublie un petit peu notre côté roleplay, notre petit personnage, on l'incarne un petit peu moins bien, je trouve, et il devient très secondaire, le personnage, au bout d'un moment. Donc ça, c'est un petit peu dommage par rapport à ça. Euh,
Maintenant, je vais parler du système de bataille, parce que ça, c'est un des trucs qui m'a le plus plu dans ce jeu et qui est le plus satisfaisant. Alors, il faut savoir que, ici, il y a le tour de jeu qui est expliqué, donc c'est caché par mon cadre. Il y a un début de la manche où on change de joueur, on pioche 5 cartes, et on révèle une carte conflit. Il y a le tour des joueurs dans lequel on va faire... c'est un petit peu comme un Terraforming Mars, on va jouer un tour, on va jouer une carte, tac, l'autre il joue une carte, c'est qu'une carte, hein. Une carte, jusqu'à qu'on ait plus d'agents à placer. Et à la fin, ben, les mecs, ils vont, avec les cartes qui leur restent, soit il en reste 3, parce qu'on n'a que 2 agents, mais on peut en avoir un troisième avec une action. On va jouer toutes nos cartes, tac, sur la table, et on va cumuler ce qui est ici. Mais du coup, pour, je sais pas moi, allez, je dis une connerie, hein, pour 5, je vais acheter, je sais pas moi, dans la réserve, je vais acheter celle-là pour 3, et celle-là pour 2. Voilà. Donc pour 5, j'ai dépensé mes 5. Voilà, ben c'est à toi. Et alors des fois, il y a des points de combat. Voilà, comme ceci. Il y a des points de combat. Donc là, par exemple, la dague. Si tu la joues dans ta phase de révélation où tu révèles tes dernières cartes, ben en gros, tu vas pouvoir ajouter un point de combat sur la piste qui est ici. Puisque là, chaque joueur a son petit jeton. Et ça va nous ajouter, hop, 1, parce qu'il y a marqué 1 juste en bas. Donc ça fait un petit point de combat, pardon, parce que j'ai joué cette carte. Donc une fois que le tour des joueurs est terminé, que en gros, ils ont joué tous leurs agents, fait leur phase leur tour de révélation, on passe au combat. Voilà, tout le monde défausse ses cartes, etc. Et le combat, en fait, qu'est-ce qui va se passer? On va compter, en fait, toutes les troupes, parce que les petits cubes, en fait, donc là, il y a les cubes qui correspondent à l'influence, mais tout le reste, ce sont des troupes de guerre, en gros. Et on va compter celui qui a le plus de troupes dans la zone de combat, dans la zone de conflit, ils appellent ça, d'accord? Là, c'est rappelé, chaque cube vaut 2 points de combat, donc on va augmenter de 2. Et les points de combat symbolisés valent 1, comme j'expliquais tout à l'heure avec le petit symbole combat. Ça vaut 1, le petit symbole. Donc si tu en as 2, ben ça vaut 2. Si tu as 2 troupes t'appartenant, ben ça fait 4, puisqu'elles valent 2. Et donc on va cumuler en fait ceci comme ça. Alors comment ça se produit? Parce que c'est pas là, le combat soit à la fin, mais c'est durant notre tour en fait, on va appliquer des actions avec nos agents, hein, on va faire nos actions. Et lorsqu'on va voir des cubes comme ceci, je sais pas si vous le voyez, des cubes comme ceci, ça veut dire en gros qu'on va prendre des troupes de notre petite réserve personnelle et on va les mettre dans notre garnison. Alors désolé, je remets le... ça a bloqué. Ah non, c'est bon. Et on va mettre notre petit cube dans la garnison. Lorsque par exemple je vais ici, je crois que vous le voyez, oui, on en obtient 5. Vous vous rendez compte, on obtient 5, donc on va prendre 5 cubes de notre petite réserve personnelle et on va les mettre dans notre garnison. Et lorsque plus tard, admettons, on va mettre, je sais pas, notre deuxième truc, dans une case action où il y a, là on le voit plus, ici, un petit symbole de conflit, c'est là en fait qu'on va pouvoir placer dans le conflit nos cubes de notre garnison dans le conflit et 2 maximum, je crois, autres. Il y a un système tout fait qui est un petit peu bizarre, qui est logique. Je trouve logique, mais un petit peu bizarre. Il est très précis quand même parce qu'ils nous disent qu'on peut mettre tout ou partie de ce qu'on vient de maintenant là de créer comme cube, de mettre dans la garnison. Là j'ai dit qu'on en mettait 5 là, admettons, sur cette action. Je peux très bien mettre les 5 dans le conflit et maximum 2 autres qui seraient encore présentes dans le truc des tours précédents. D'accord? C'est précis comme système. Mais c'est très sympa. En vrai, c'est très sympa parce qu'il y a toute une stratégie pour savoir comment je vais faire pour en mettre le plus possible au milieu. Et en fait, tout le monde va essayer de faire ça à un moment donné parce qu'il y a toujours des actions qui me permettent de le faire. Tout le monde va mettre des cubes au milieu. Et là, il y aura baston. Et la baston, c'est quoi? C'est ce que je vous ai dit. C'est qu'est-ce qui permet de faire des points sur cette piste. Ce sont les petits symboles, ce sont les cubes qui sont au milieu, et des fois on peut avoir des cartes intrigues, je vais en parler tout à l'heure, de combat, parce qu'il y en a plusieurs, il y a plusieurs types de cartes intrigues. J'attends que ça se mette, parce que j'imagine que ça bug. Voilà, donc les celles de combat, là par exemple ça nous dit dépenser 2 épices pour avoir 5 points de combat de plus. Donc qu'est-ce qui se passe? Hop, le mec
Ça c'est stylé, par exemple, le système, il est trop bien. En gros, avant de combattre, avant de révéler qui c'est qui a le plus de points, chaque joueur dans la tour de rôle va pouvoir jouer sur la table, un petit peu comme j'ai parlé dans la précédente vidéo, dans Dig Your Way Out, va pouvoir jouer une carte combat. Ensuite, c'est à l'autre, il joue une carte combat pour augmenter un petit peu ses points de combat, et jusqu'à qu'il n'y en ait plus de cartes combat. Et ben c'est fini. Donc tu décides à chaque fois, en fait, si tu en as 2 cartes combat, carte intrigue combat, il faut que tu en joues qu'une, tu peux pas en jouer 2 je crois. Donc ça tourne jusqu'à que plus personne n'ait de carte combat, tu n'es pas obligé de les jouer, pour augmenter. Et celui du coup qui a le plus de points de combat remporte le conflit. Donc dans cette phase de combat, hein, elle est ici, c'est après le tour des joueurs avec les ressources et tout, c'est là où tout se fait en fait. Hein. Et au combat, en gros, ben, celui qui gagne, et bien regardez, j'expliquais, je fais un espèce de flashback. Les cartes conflits qui sont ici sont piochées au début du tour. Ça va faire une espèce de vite comprendre, c'est un petit peu le puzzle. Au début du tour, on révèle une carte, et en fait, ça va déterminer les gains classés du combat. Donc le premier gagne ceci, le deuxième ceci, le deuxième cela. Ça, c'est en gros, tu gagnes une influence sur dans la maison que tu veux, plus 2 pièces d'argent, en gros, les Solaris. Le deuxième, il a 3, 2, etc. Donc ça, c'est fort parce que tu peux gagner des points de victoire. Donc les joueurs ont conscience, durant leur tour de jeu, ce qu'ils vont gagner si ils sont premiers dans le conflit. Donc c'est surtout ici. Là, on s'en fout, c'est une manière de gagner des points. C'est surtout ici qui compte. Et celui qui a le plus de points à la fin du combat gagne, etc., etc. Et à la fin... donc le système de combat, il est excellent. Franchement, j'adore. Ça crée de l'interaction, ça crée de la trahison, parce qu'à la fin, il y en a qui vont rajouter des trucs. L'intérêt, c'est d'avoir ça. Donc tout est stylé. Et c'est là où j'ai peut-être un petit peu un avis négatif. C'est qu'en fait, au bout d'un moment, ben, les conflits, ben, voilà, et on les pioche, on les pioche. Et comme vous pouvez voir, j'espère que ça va pas trop ramer. Vous voyez en haut la première place, il y a toujours 2 points de victoire à gagner. La plupart du temps, ou alors 1, mais ça c'est des cartes de 2. Mais c'est surtout les 3 en fait. Voilà, les 3. Voilà, il y a 2 influences, mais c'est pour des points de victoire, etc., etc. Donc en fait, je trouve un petit peu un truc dommage, c'est que moi ce que j'aurais fait, c'est des gains, pardon, un petit peu moins importants. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'expliquais, en fait, ça part un petit peu loin, mais là, les joueurs voient à la fin de la partie, sur 4 tours, les 4 derniers tours, les joueurs, en fait, vont voir, en fait, beaucoup de points de victoire à gagner. Et comme je l'ai dit, celui qui atteint ici, il gagne, hein, celui qui atteint les 10 points, il gagne. Hein. Et en fait, qu'est-ce que ça traduit? Les sensations. Moi, je suis là, je joue un personnage, je suis un joueur, je vois ça, franchement, j'ai 2 points de victoire. Il n'y a jamais 2 points de victoire à gagner dans ce jeu. Je vais tout faire pour gagner le combat. D'accord? Donc tout le monde va penser ça. Tout le monde a envie de gagner ces 2 points de combat, donc tout le monde va jouer conflit en fait. C'est ça qui me dérange, c'est que tout le monde va jouer du coup conflit à la fin de la partie. Donc jusqu'à là, c'est très bien parce que le système il est intéressant. Mais le problème, c'est que pour avoir beaucoup de pions, parce que ce qui veut le plus de points, je vous le dis, c'est les pions et les cartes intrigues. Mais je reviendrai pourquoi les cartes intrigues aussi, peut-être que je vais en parler maintenant, me dérangent aussi. Parce qu'en fait, ce qui vaut le plus de points de combat, c'est pas forcément ce que vous mettez là. Bon, il y en a qui sont très fortes, hein, mais ils vous demandent quand même des choses. Hein. Bon, il y en a qui en valent 2, hein, mais ça vaut rien, ça vaut 2. Il y en a qui veulent pas mal, mais bref. Ce qui vaut beaucoup de points pour gagner le combat, ce sont les troupes. Comment on a ces troupes? Ces troupes, je vous le dis directement, c'est très limité d'en avoir. Ce qui fait que quand tu joues à 3 ou 4, je pense, eh ben en fait, il y en a un qui se fait baiser. Ce qui fait qu'il y en a un qui, ben, malheureusement, il n'a pas de chance, c'est comme ça, il perd le combat. Mais en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque vous allez jouer et placer vos agents, il y a un seul truc qui permet d'en avoir beaucoup des garnisons, ça va être celle-là. Le long courrier, c'est la plus forte. Parce que tu gagnes déjà 5 troupes, mais en plus, il y a un symbole de combat qui te permet de les mettre dans le conflit. Parce que par exemple, ici, vous en gagnez 4, mais comme il n'y a pas le symbole, vous ne pouvez pas les mettre dans le conflit. Donc le joueur, en gros, c'est le premier joueur, souvent des épices, parce que il faut payer 6 quand même d'épices, hein. Vous l'avez certainement vu. Il faut dépenser 6 d'épices pour,
pour faire cette action. Mais en général, à la fin de la partie, tout le monde a des épices. C'est facile d'en avoir. Ici, il y en a une blinde. Franchement, ça se cumule. Et bon, il y en a une blinde, en fait, des épices. Donc en gros, le premier joueur du tour, eh ben, il va tacler direct dans le long courrier. Il va aller, hop, long courrier, j'en mets 5, tac. Et il a beaucoup plus de chances d'en avoir. Ensuite, le deuxième, il va peut-être dire, bon, ben moi, je vais aller soit dans les guerriers endurcis, parce que ça me permet d'en avoir 2. Il y en a un qui va peut-être aller rallier les troupes, parce qu'il y en a 4, mais on peut pas les mettre, comme j'expliquais. Il y en a un qui va aller à conspirer, il va payer 4 d'épices pour en avoir 2, mais il peut pas les intégrer dans le conflit, parce qu'il n'y a pas le petit symbole. Donc en fait, il n'y a que, allez, 3 solutions vraiment crédibles pour gagner le combat. Mais surtout une. Celui qui a le long courrier en premier, eh ben c'est fini. En plus, personne ne peut y aller dessus, puisque il occupe la case, on ne peut plus y aller dessus. Et c'est ça qui est un petit peu dommage, je trouve. Ils auraient dû créer dans ce jeu un système, ou alors, peu importe, dans le sens d'un autre, où on peut aller quand même dans le truc des autres. Je sais, dans l'extension, il y a un truc comme ça, mais on peut aller chez les autres, mais on doit lui payer quelque chose. Exactement comme dans Istanbul, le jeu de plateau. C'est-à-dire que oui, ok, tu veux faire la même chose que moi, ok, ben tu le fais. Par contre, tu vas me devoir quelque chose. Mais par exemple, ce que tu dois en fait au jeu, donc 6 d'épices, tu vas devoir le devoir, tu vas le devoir aux joueurs ou aux joueurs qui sont sur la case. Donc voilà un petit peu moi ce qui m'a dérangé, c'est qu'en fait les sensations à la fin du combat sont pas bonnes parce qu'on est forcé pour gagner d'aller vers le conflit, mais les solutions qu'on a pour y aller, eh ben, elles sont très limitées et sont frustrantes. L'autre manière, et c'est ce que je lui ai dit, ça peut rapporter beaucoup, c'est les cartes combat, parce que lorsqu'on en a plusieurs, on les collecte, ben voilà, ça peut donner des trucs comme ça, mais c'est du hasard, puisque les cartes intrigues que l'on pioche, alors les cartes intrigues, si vous voulez, c'est pareil, c'est une ressource, en gros, on va aller sur certains lieux, par exemple ici, pour gagner une carte intrigue. Les cartes intrigues, c'est complètement random, hein, c'est au hasard, c'est des cartes un petit peu consommables pour ceux qui connaissent Bloodborne. C'est des espèces de consommables, il y a de tout dedans, c'est des petits effets qu'on consomme en fait, pour avoir des trucs, et je les trouve assez forts en fait. Et le problème, c'est que je trouve un petit peu traître. Alors c'est super varié, franchement ils sont super intéressants. Mais le problème c'est qu'il y en a qui des fois ne vont pas nous arranger. Et si quelqu'un à qui ça l'arrange en pioche une, eh ben, le mec très bien, paf, ça l'arrange, ben moi elle était pas terrible. Bon voilà, c'est un petit peu random les cartes intrigues, ou alors elles sont un petit peu trop fortes, je sais pas, un des deux. Euh, donc voilà, par rapport au conflit. Donc c'est le petit point négatif que j'ai à dire sur Dune. C'est ce point, ce système de combat qui est super, mais qui devient en fait fade et, euh, et un petit peu lassant à la fin de la partie. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien qui nous est amené à se dire bon, mais vas-y, je vais pouvoir contourner le système pour gagner mes points. Euh, que dire d'autre? Donc, à la phase de combat et la phase des faiseurs, où on va mettre beaucoup d'épices, et après la phase de rappel, on va ramener nos agents pour redémarrer un tour, exactement comme on l'a fait précédemment. Maintenant, je vais parler en fait de mon avis, parce que allez, ça fait déjà à peu près 40 minutes. Je vais parler de mon avis et du versus de l'Asdor Expert. Et ensuite, on va clôturer la vidéo. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce jeu? Quel est mon avis? Parce que voilà, à la fois, ben, je retape dessus, désolé, mais Narak, je l'ai testé et je ne l'ai pas apprécié. Ben franchement, je vais vous dire quelque chose. C'est que Dune, c'est un super jeu. Ah, vous avez dû l'anticiper. Vous avez dû l'anticiper. Dune, c'est un super jeu. Je peux pas parler de masterclass ni de chef-d'œuvre, mais on est à la limite de ça. Je vous dis, on est à la limite de ça, puisque ça me manquait terriblement un jeu mature de ressources, dans lequel on va avoir une profondeur stratégique qui est vraiment précise. Euh, Ça me rappelle un petit peu lorsque j'ai testé Brass par exemple, on a des mécanismes un petit peu très tordus, ou Terraforming Mars dans lesquels en fait il y a une profondeur en fait stratégique très imposante et beaucoup d'éléments, beaucoup de choix, une liberté. En fait, ça j'adore. En fait moi c'est ce genre de jeux de ressources que j'adore. C'est ces jeux très complexes, très matures en fait. Et là on est vraiment dans ce que j'aime d'une Imperium.
Il me tarde de recevoir l'extension parce que je vais la recevoir en juin. Donc voilà, ça m'a vraiment plu. Le deck building, je suis pas déçu. Puisque comme je l'expliquais, il est pas traître. Il est pas, il est pas frustrant. Je trouve il est pas frustrant. Alors des fois, t'es là, oh, j'ai pas eu le symbole que je voulais. Parce que je voulais aller pile là. Mais ça tient, je trouve, d'un petit peu du truc de conflit. Qui fait que ça t'amène vers des points de victoire trop importants par rapport au conflit. C'est un petit peu dommage. Alors que le deck building, il est très bien, franchement, il est super. Hein. Ceux qui l'ont critiqué, je comprends vraiment pas. Il est très très bien le deck building, il est pas frustrant comme j'expliquais plus tôt dans la vidéo. La raison pour laquelle il est pas frustrant. Le truc des maisons, c'est intéressant. Alors, je sais pas si j'en ai parlé, il y a un truc qui m'a peut-être... ils auraient dû faire, c'est par rapport aux jetons de maison. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, tu vas dans la petite zone jaune là, donc tu prends le jeton, et t'es là, ok, j'ai l'alliance avec Freeman. Très bien. Bon, j'ai un point de victoire qui est un suspens, donc je l'ai gagné sur la petite piste, tac. Et si on me le reprend, je le perds, on est d'accord. Hein. Bon, très bien. Moi, ce que j'aurais fait, c'est un truc, alors je sais pas exactement comment, mais qui fait que si tu as le jeton de la maison, en gros, ça t'apporte un bonus. Parce que là, ça t'apporte rien de plus. Donc t'es là, ouais, bon, j'ai un point de victoire, ouais, cool, ouais, mais c'est tout. Là, moi, j'aurais dit un truc, ben, c'est moi qui ai l'alliance avec eux. Du coup, à chaque fois, je sais pas, qu'un joueur va faire une action ici, je vais recevoir le gain qui est inscrit là à chaque fois là. Je sais pas, un truc comme ça qui fait qu'en fait, ça a un intérêt, au-delà d'avoir un point de victoire qui traînasse, un intérêt lié à la maison, le fait de recevoir, je sais pas, moi par exemple, les Freemen, c'est l'eau. Donc, de gagner un point d'eau à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va faire une action ici. Au moins, ça donne une espèce d'intérêt stratégique. Et là, on pourra peut-être parler de poste d'ouvrier ou un truc comme ça, qui fait qu'à chaque fois, tu vas gagner la ressource, puisque tu as le jeton. Voilà, moi j'aurais fait un truc comme ça donne un peu plus d'importance. Donc voilà, le jeu, il est excellent. Je vous le dis, il est excellent sur plein d'aspects. Hein. Tout est interconnecté, comme j'ai dit au départ. Il y a aussi une chose à remarquer, c'est que pour la plupart des jeux de ressources, on ne sait pas qui gagne puisque les points sont formulés à la fin. Ici, il y en a beaucoup qui parlent d'un jeu de course. On est un petit peu dans ça, puisque en fait on sait combien de points on a, donc on peut tout calculer exactement. Donc il peut y avoir des rebondissements, il y en a qui doublent. Là par exemple dans cette partie, les verts là ils ont gagné, mais je peux vous garantir, les verts ils étaient comme ça à un moment donné. La partie elle était comme ça. Je sais pas si vous voyez. Donc il y en a un qui avait 5, l'autre 3, et les verts ils étaient à 2. Il y a une espèce de remontada. Vous connaissez tous remontada, hein. Remontada. Voilà, c'est la petite blague. Donc du coup, voilà, en fait... Ah, ça s'est éteint. On ne voit plus. Du coup, il y a pu y avoir beaucoup de rebondissements dans Dune. Parce que, justement, on sait combien on a. Alors, j'en ai discuté avec quelqu'un à un moment donné. Est-ce que c'est bien de savoir les points dans les jeux ou pas? Mais moi j'aime bien les deux. C'est juste que ça fait plaisir des fois d'avoir des jeux où on sait combien, on sait qui gagne et on sait combien on a de points. Et là c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on peut facilement prévoir, en fait calculer nos coups pour trahir quelqu'un. Il y a un côté trahison que j'adore dans ce jeu. Il y a un côté combat, il y a un côté ressources très expert. Franchement parfait. Maintenant je vais finir par, je vais rallumer ma truc, hein, parce que là c'est pas possible, je me vois plus. Je peux pas. Voilà, désactiver, activer. Ça n'arrive qu'à moi, ces choses-là, vous le savez. Hein. Les autres, ça n'arrive pas. Donc du coup, alors, maintenant, le versus, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions en janvier, février, je me rappelle, c'était avant la sortie d'Elden Ring. Beaucoup, parce qu'il y avait ils étaient nommés, il y avait Dune, Iki et les ruines perdues de Narak. Il y avait des débats, oui, moi je préfère Iki, je préfère Dune, je préfère Narak. Alors c'est surtout Dune Narak, un petit peu le versus. Dune est sorti en juillet, je crois, 2021, donc ça faisait un moment qu'il était sorti. Narak, c'était un petit peu plus récent, je crois. Et il y avait plusieurs débats, je me souviens qu'il y en a qui disaient oui, Dune il est trop hasardeux. Ça dépend, tu gagnes, mais ça dépend trop de quelque chose. Narak, c'est un petit peu pareil, parce que le deck building de Narak, déjà, il est fade. Franchement, il est fade. Le deck, moi, j'ai pas de. À la base, ces deux jeux-là, Narak et Dune, je m'en fous. L'univers, il m'intéresse pas du tout. À la base, il m'intéresse pas du tout. Même là, je suis pas fan de Dune. J'ai pas un truc.
franchement, de chez franchement, les gens qui disent que ils voient quand même une concurrence entre Narak et Dune, je pense qu'ils ont fumé du mauvais shit. Alors je suis un petit peu méchant, hein, mais je pense qu'ils ont fumé du mauvais shit parce que franchement, il n'y a aucun lien. euh, Narak est en dessous de Dune, franchement. C'est un bon jeu, Narak, c'est un bon petit jeu, mais c'est trop répétitif. C'est toujours les mêmes ressources, toujours tous les mêmes trucs. Et il n'y a que deux pistes, il y a la piste de recherche et la piste d'exploration. Il y a, oui, les cartes que tu vas choper, mais les cartes sont fades, c'est juste des petits trucs. C'est, on dirait un jeu en fait familial, Narak, de ressources, qui est à volume un petit peu étendu. C'est un gros jeu, vous voyez, le grand plateau pour pas grand chose. Bon, il y a des gros jetons, enfin bref. Narak, c'est un cran en dessous de Dune. Je vous le dis très sincèrement, en tant que. Là, c'est vraiment l'auteur qui parle. C'est vraiment je me mets à la place du créateur. Là, dans ce jeu, il y a vraiment une création. Franchement, il y a vraiment quelque chose un concept qui a été peaufiné. Narak, c'est plus facile à faire comme jeu. Voilà, bah, tu t'arrives sur une piste, tu gagnes ça pour avoir ça. C'est les classiques en fait des jeux. J'en ai déjà parlé dans la vidéo. Hein, vous pouvez aller la voir. Vous allez vite comprendre. Euh, donc ici, voilà, je le dis, Dune mérite largement plus l'As d'or expert que... enfin, largement plus, j'exagère, mais il mérite beaucoup plus quand même l'As d'or expert que Narak. Iki, je sais pas, hein. Je peux pas vous dire, je ne l'ai pas testé. Malheureusement, Iki, c'est un petit peu culture Jap. Moi, tout ce qui est culture Jap, c'est pas trop mon kiff, malheureusement. Je sais qu'il y en a qui aiment. Moi, c'est plutôt culture celtique, on va dire, médiévale. Tout ce qui est japonais, moi, m'intéresse pas vraiment. Le jeu, il peut être bien, hein, pas de souci, hein, mais je pense pas que je le testerai. Je l'achèterai pas, quoi. Voilà. Euh, Maintenant, dernière partie de cette vidéo, et ensuite on pourra se laisser. C'est par rapport à Bloodborne, le jeu de plateau. Alors, maintenant, Dune va affronter Bloodborne, le jeu de plateau, qui pour moi était le gros absent de l'As d'or Expert 2021. Ça, je trouve ça scandaleux, franchement, qu'il n'y ait pas eu Bloodborne dans cet As d'or Expert. Donc je sais que les deux jeux sont diamétralement opposés, puisqu'il y a un jeu de ressources et Bloodborne c'est un jeu de rôle tactique. Ils partagent quelque chose, c'est la profondeur stratégique et le fait qu'il y ait un deck building. Je vais pas rentrer dans les détails, etc. Je vais directement vous donner un petit peu ma réponse. Quel est le jeu? Donc on parle de la boîte de base, du produit en fait, de la boîte de base de Dune et de Bloodborne, le jeu de plateau. Qui mérite mieux l'As d'or expert, même si c'est juste un As d'or, hein, on s'en fout un petit peu. Qui mérite vraiment le fait que voilà, le meilleur jeu, le meilleur boîte de base de l'année 2021. Je trouve, et à ça, franchement je vous le dis, hein, c'est à ça, que Dune le mérite un peu plus. Je ne sais pas, pour un tas de petits trucs, parce que j'ai réfléchi, hein, c'est précis quand même, j'ai quand même bien réfléchi. Euh, alors je sais plus pourquoi, hein, c'était la rejouabilité, il y en a des deux côtés. C'est peut-être le fait que qu'il soit un peu plus complet au-delà en fait des modes de jeu, parce qu'il y a un mode de jeu solo, il y a une rejouabilité qui est quand même très importante dans ce jeu, mais dans Bloodborne aussi. Ça va peut-être être, je pense, le côté. C'est très compliqué en fait, en réalité. Je sais même plus pourquoi j'en étais venu à dire que Dune. Mais par contre, je me souviens avoir dit quand même que si vous prenez Dune et l'extension et vous prenez la collection Bloodborne, ce qui fait qu'en fait, c'est de ça qu'on parle à la base, hein, parce que l'As Expert, on juge un produit, une boîte de base. Et si on juge un jeu, c'est-à-dire la collection Bloodborne et Dune avec son extension, Bloodborne est au-dessus. La collection Bloodborne nous propose des choses un peu plus franchement variées, un peu plus. Franchement, c'est une masterclass, le jeu, c'est un chef-d'œuvre. Bloodborne, le jeu de plateau, c'est un chef-d'œuvre. Faut que ça rende vraiment compte. Je vais pas expliquer pourquoi, parce que je ferai peut-être une vidéo sur Bloodborne. Mais voilà. Dune, franchement, mérite. J'ai pas essayé Iki, mais Dune, franchement, mérite bien l'As d'or Expert 2021. Je pense avoir. Alors, le mode solo, je l'ai pas testé, mais il peut être peut-être sympa, je sais pas. Je pense avoir tout évoqué. Je pense avoir tout évoqué sur Dune. Forcément, il y a des choses que j'ai dû oublier. Bon, c'est pas grave. Bon, ben voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu si vous l'avez suivi. Euh,
En tout cas, ben, je vais le garder je vais le garder, je vais recevoir l'extension, et il va faire partie de ma ludothèque parce que franchement, il est vraiment trop bien. Ah ouais, si on dit qu'il était bien, ben merci à vous en tout cas de m'avoir confirmé ça. Là, je vous le confirme, moi, c'est vraiment un super jeu. Waouh, franchement, waouh. Il me tarde de tester ça en soirée. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine, merci d'avoir suivi la vidéo. Voilà, c'est les reprises des vidéos doucement. J'essaie de m'y refaire, etc. Donc j'espère que vous me suivrez sur tout le reste des projets. Allez, ciao ciao, salut tout le monde et à la prochaine.